Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Lé de Science for All a fait une vidéo intitulée 7 arguments contre la démocratie. Et pour ma part, je fais quelques vidéos pour répondre à ces arguments. Dans cette vidéo-ci, qui est une vidéo de synthèse, j'aimerais présenter mes 4 principaux arguments contre Lé. Ces 4 principaux arguments peuvent se résumer sous les mentions le titre, la France. Donc le titre, c'est le titre de la vidéo de Lé. La France, les mathématiques et les préférences. Alors c'est un quiz. Si vous voulez, vous pouvez stopper la vidéo ici et puis voir si vous arrivez à deviner ce que je veux dire maintenant, si vous avez déjà regardé mes autres vidéos sur ce sujet. Et, et sinon, ben, vous pouvez écouter directement que j'ai à dire là-dessus. Donc le premier point, c'est le titre de la vidéo de Lé, 7 arguments contre la démocratie. Déjà là, on voit qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas une comparaison de la démocratie avec un autre système. Personne en réalité ne prétend que la démocratie est un système idéal. L'affirmation, c'est que c'est un meilleur système que les autres. Et donc, si vous présentez cette faiblesse de la démocratie, ça ne veut pas encore dire que c'est un moins bon système que les autres, parce que peut-être que les autres ont ces faiblesses à un degré encore plus fort. Donc, dès que vous voyez le titre déjà de cette vidéo, 7 arguments contre la démocratie, vous voyez qu'il va y avoir un problème parce que ce n'est pas une comparaison. Ce qui aurait été mieux, par exemple, c'est 7 raisons de préférer l'épistocratie à la démocratie, par exemple. Et puis même ça ne serait pas été tout à fait correct parce que il y a peut-être 7 raisons de préférer l'épistocratie à la démocratie, mais il y en a peut-être 8 pour préférer la démocratie à l'épistocratie, 8 autres. Donc, peut-être l'exercice qui aurait été le mieux, ça aurait été de faire les arguments pour la démocratie et les arguments pour l'épistocratie. Et puis, ensuite, chacun peut pondérer euh, les différentes dimensions selon ses propres valeurs. Enfin bref, donc le titre déjà de la vidéo de Lé montre le premier problème qui est l'absence de comparaison entre la démocratie et un autre système. Ensuite, la France. Lé dit tout au début de cette vidéo qu'il va parler de la démocratie, donc le pouvoir au peuple. Mais après, dans le reste de sa vidéo, ça a l'air surtout de parler d'un système électif comme en France. Mais pas d'une véritable démocratie où le peuple dispose réellement du pouvoir ultime. Et pas simplement du pouvoir d'élire de temps en temps ses maîtres. Et, et plusieurs des arguments de Lé ciblent, en fait, sont pertinents surtout pour des élections et moins pour des votations sur des sujets. Et alors je vais donner quelques exemples. Premièrement, quand il dit la démocratie, c'est la dictature de la majorité. J'ai déjà répondu à cet argument de dictature dans une autre vidéo, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que si vous votez juste de temps en temps, vous avez le président, voilà, il est à droite peut-être, et puis après il est pendant 5 ans, avant c'était même 7, maintenant c'est 5 ans, il est président pendant 5 ans, s'il a en plus la majorité au Parlement, il fait plus ou moins ce qu'il veut pendant 5 ans, et donc toutes les décisions seront prises à droite. Puis après il y aura de nouveau, 5 ans après, de nouveau une élection, et peut-être alors ce sera la gauche qui gagnera, et puis cette fois, ça sera la gauche qui sera majoritaire, et toutes les décisions seront prises à gauche, et, et puis les autres seront dans la minorité. Et alors quand vous avez un système électif comme ça,
Alors évidemment, vous avez une longue durée où toutes les décisions vont dans le même sens, à gauche ou bien à droite, et puis où la minorité, ben, elle se retrouve plus qu'à faire un jeu stérile de simplement critiquer systématiquement le gouvernement ou la majorité. Euh, mais dans une vraie démocratie, c'est-à-dire là où le peuple vote aussi sur des sujets, disons par exemple une dizaine de sujets par an, eh bien, tout le monde se trouve chaque année, enfin la très large majorité des gens se retrouvent chaque année en minorité sur un sujet ou un autre. Donc il n'y a plus une majorité face à une minorité, puis ça reste la même majorité contre la même minorité pendant 5 ans, puis après éventuellement on change ou pas qui est majoritaire et qui est minoritaire, mais il y a toujours un peu ce même clivage. Là non, dans une démocratie, il va y avoir, disons, une dizaine de sujets soumis en votation par an, et puis et chacun se trouvera de temps en temps en minorité et de temps en temps en majorité, et il n'y a pas une minorité contre toujours la même majorité. Euh, donc ça c'est pour le premier argument de Lé, mais cette question de élection versus enfin, système électif versus véritable démocratie, elle intervient aussi dans ces autres arguments. Par exemple, quand il parlait des connaissances, que le peuple était, les citoyens sont ignorants, euh, évidemment c'est difficile quand il y a une élection parce que vous avez un certain nombre de candidats avec chacun leur programme porte sur des tas de sujets. Vous devez donc lors de l'élection choisir, enfin connaître tous ces sujets. En plus, il faut évaluer la personnalité des différents candidats, qu'est-ce qu'ils feront, est-ce qu'ils sont honnêtes, comment ils se comporteront en cas de situation imprévue, etc. L'élection est quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, Par contre, une votation sur un sujet précis, ça, c'est beaucoup plus simple. Et puis, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une connaissance encyclopédique parce que c'est un sujet précis et puis il y a une campagne avant. Et puis, dans cette campagne, les partisans et les opposants à ce projet, ils vont dérouler les arguments. Et puis, même si vous ne connaissiez pas les arguments avant, ben, vous allez les connaître, vous allez les apprendre au cours de la campagne. Donc, vous voyez que dans une vraie démocratie, c'est différent que dans un système électif par rapport à la question de l'ignorance. Et puis évidemment que les gens ils finissent quand même aussi par apprendre quelque chose. Si vous avez 10 fois par an, ou enfin 4 fois par an avec 2 ou 3 sujets à chaque fois euh, où le peuple vote sur des sujets et donc suit une campagne spécifique sur ce sujet, ben, au bout de quelques années, ça fait quand même beaucoup de sujets. Et si les gens se rappellent un tout petit peu de ce qu'ils ont appris durant ces campagnes, ça fait que même au moment de l'élection, ils seront déjà bien mieux informés que dans un système électif. Donc, cette question de véritable démocratie par rapport à un système électif, ça joue un rôle aussi pour la question de l'ignorance. Ça joue aussi un rôle pour l'argument sur l'irrationalité. Là, Lé avait présenté le cas d'un jugement au faciès. Si vous votez sur une augmentation ou sur une baisse d'impôt, quel est le faciès de l'impôt? Disons là, vous n'avez pas ce problème du jugement de faciès que vous pouvez avoir lors d'une élection. Et puis, le dernier point, c'est par exemple ces incitations pour les politiciens. Ben justement, c'est pour les politiciens, c'est pour les élections, et ça joue un moindre rôle quand il s'agit de voter sur des sujets. Donc, vous voyez que dans plusieurs de ces arguments de Lay, euh, ces arguments étaient au fond focalisés sur un système à la française, ou bien plus généralement ce qu'on appelle une démocratie représentative et que je appelle plutôt un système électif, parce que c'est pas vraiment une démocratie. Et puis pour représentatif, je ne sais pas exactement si ça représente les gens qui ont voté
pour les élus ou bien ceux qui ont soutenu leur campagne. Donc, je préfère parler de système électif. Euh, donc, tous ces arguments, ils sont plutôt ciblés sur le système électif que sur une véritable démocratie. Et dans un certain sens, les arguments de Ley contre la démocratie sont plutôt des arguments pour une véritable démocratie plutôt qu'un système électif. Euh, et puis le troisième point que je mettais sous le nom mathématique, c'est que Ley, c'est un mathématicien, il connaît aussi très bien la physique, il connaît aussi beaucoup de sujets, il est très érudit, mais disons, l'impression qu'on a, c'est que son, son centre d'intérêt, disons, c'est surtout les mathématiques et aussi la physique. Et là, c'est deux sujets sur lesquels, qui sont particuliers, euh, dans le sens que c'est de la vraie science. C'est-à-dire que les mathématiciens savent vraiment quelque chose sur les mathématiques. Les physiciens connaissent assez bien la physique et savent des choses assez précises sur la physique. Mais quand on va dans d'autres branches, dans les sciences humaines, c'est peut-être à cause du facteur humain, c'est peut-être à cause de la difficulté de faire de l'expérimentation, surtout si c'est pas juste une expérimentation où on place des sujets, des êtres humains dans des conditions un peu de laboratoire, mais si on essaie de faire une expérimentation en vraie grandeur, là c'est difficile de faire ces expérimentations-là. Et pour différentes raisons, les les sciences sociales, l'économie par exemple, sont bien moins, savent bien moins de choses. C'est-à-dire qu'un économiste sait bien moins sur l'économie qu'un mathématicien sait sur les maths ou qu'un physicien sait sur la physique. Au point que on peut même se demander si c'est approprié de parler de sciences économiques. Euh, et, et, tout ça fait qu'il y a un large espace, comme il y a beaucoup de lacunes, dans ces lacunes peuvent se glisser les idéologies. Les idéologies un peu remplissent les lacunes. Et puis, aussi ces questions de sciences sociales, elles ont un impact sur les gens, elles intéressent les gens bien davantage. C'est-à-dire que en mathématiques, le théorème de Fermat soit vrai ou faux, finalement, ça intéresse pas beaucoup de gens. Ou en physique, la, que la lumière soit une onde ou que ce soit une particule ou ni l'un ni l'autre, euh, ça intéresse aussi pas énormément de gens. Euh, Par contre, les questions de sciences sociales intéressent davantage les gens, interviennent davantage dans la politique. Et ça signifie qu'il y a je disais tout à l'heure qu'il y a des lacunes dans lesquelles peuvent se glisser l'idéologie, mais il y a aussi, à cause de l'intérêt politique de ces questions, il y a aussi une incitation à faire rentrer de l'idéologie dans ces sciences sociales. Et ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins solides et beaucoup plus sujettes à l'idéologie que les sciences dures, comme les maths ou la physique. Et je pense que venant justement des maths, a tendance à surestimer ce que savent les experts, parce qu'il vient de branches où les experts savent effectivement beaucoup. Voilà, donc ça c'était mes quatre disons, principaux types d'arguments. Euh, Premièrement, le titre de la vidéo de Ley montre qu'il va pas faire une comparaison, c'est ce qu'il faut faire. Deuxièmement, c'est très centré sur un système électif comme en France plutôt que sur une véritable démocratie. Troisièmement, Ley en tant que mathématicien a tendance à surestimer ce que savent les experts et à sous-estimer à quel point ils sont sujets à l'idéologie.
Et le quatrième point, c'est les préférences. Lé parle très peu des préférences, il en parle un petit peu au début, euh, mais il ne tient pas compte du fait que les gens ont des préférences différentes, que par exemple, si on imagine être sur un bateau, il y en a peut-être qui veulent aller au nord et d'autres qui veulent aller au sud, alors le bateau va amener tout le monde soit au nord, soit au sud. Et ça, euh, ça veut dire, ça a plusieurs implications. Par exemple, que les tensions politiques, c'est pas juste un oliganisme comme ça artificiel ou, ou simplement néfaste, mais c'est aussi des oppositions intrinsèques sur le fait que tout le monde va aller dans une direction et puis il y en a certains qui veulent aller dans une direction, mais d'autres dans une autre direction. Donc là, il y a forcément une source importante de tension. Euh, et puis le fait qu'ils tiennent si peu compte des préférences fait aussi qu'ils donnent trop de poids aux experts, parce que les choix politiques, c'est pas d'abord un choix d'experts, mais c'est d'abord une question de préférence. C'est-à-dire, pour reprendre l'image de ce bateau qui va soit au nord, soit au sud, euh, la question centrale, c'est est-ce qu'on va au nord ou est-ce qu'on va au sud? Et la question euh, de savoir comment on va piloter ce bateau pour aller à la destination qui a été choisie, ça c'est une sorte de question qui vient en deuxième. Et comme disons, met un peu de côté cette question des préférences, il tombe très vite sur la question technique de comment piloter le bateau, et ce qui l'amène à donner, à vouloir donner beaucoup d'importance aux experts, euh, et avec la conséquence que ça, comme la question principale, c'est une question de préférence, ça revient à dire que la destination, ça va être selon les préférences de ceux à qui on donne le pouvoir, les experts, si on fait une expertocratie. Euh, ça me paraît pas correct. Euh, donc voilà, en résumé, mes quatre principaux arguments sont que le, les ne fait pas une comparaison entre la démocratie et un autre système, il fait que de critiquer la démocratie, sans prouver que c'est moins bon qu'un autre système. Deuxièmement, il critique surtout un système électif comme en France, plutôt qu'une véritable démocratie où les gens votent aussi sur des sujets. Troisièmement, en tant que mathématicien, il a tendance à surestimer ce que les experts savent et à sous-estimer à quel point ils sont sujets aux idéologies. Et finalement, en sous-estimant l'importance des préférences, il a tendance à réduire les choix de société, les questions politiques, à des questions techniques. Alors ça, c'est mes critiques, mais évidemment, il y avait pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo de lait. Et bon, une chose que je retiens notamment, c'est le danger de la polarisation, ce que les, avec Brennan, appelle le liganisme. Donc le problème, c'est pas tellement qu'il y ait des opinions divergentes, parce que ça me paraît dans la nature des choses qu'il y ait ces opinions divergentes. Ce qui est plus problématique, c'est quand chaque camp considère que l'autre camp c'est le diable et refuse, disons, d'interagir et de discuter avec l'autre camp et de prendre au sérieux les arguments de l'autre camp, même s'ils ne sont pas d'accord et même s'ils vont donner des contre-arguments. Et ça, cette polarisation-là me paraît préoccupante, et il y a certainement des choses qui devraient être faites ou qui pourraient être faites pour améliorer la situation. Un point important, c'est d'avoir des discussions avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et je dirais que là,
en faisant une vidéo, exactement une série de vidéos contre la démocratie, rend finalement un service important à la démocratie parce que il n'y a rien de plus mortel euh, qu'un safe space, c'est-à-dire qu'un espace où ce serait tabou d'aborder un sujet. Il n'y a rien de plus mortel pour le sujet en question. Parce il est mis à l'abri et ça semble le protéger donc, pendant un temps. Mais en réalité, ça l'affaiblit parce que comme il est plus critiqué, il est quelque part au-delà de la critique. Finalement, tout le monde est d'accord, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et un beau jour, comme il n'y a pas de, les gens ne comprennent plus vraiment pourquoi cette chose est importante, un beau jour, elle risque de s'effondrer à la première attaque un peu sérieuse. Donc, puisqu'elle n'a pas pu au fond développer d'anticorps par des petites attaques multiples pendant longtemps. Donc je crois que c'est très bien que la démocratie, qu'on mette en question la démocratie comme le fait l'est. Euh, un autre point, c'est que comment combattre, comment combattre cette polarisation sous cette forme hollywoodienne. Euh, on pourrait imaginer que qu'à l'école on apprenne à discuter avec ceux qui ont des avis divergents mais ça, je suis assez sceptique parce que je pense que si l'école commence à faire de la politique, ça va être surtout le professeur qui va essayer d'inculquer ses idées politiques aux élèves et en profitant du fait qu'il a, ben oui, il a plus d'informations que ses élèves. Il a une position aussi d'autorité. Euh, et ça me paraît plutôt malsain. Euh, Par contre, échanger avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, ça pourrait se faire euh, en dehors de l'école. Mais par contre, ce qui peut être fait à l'école, c'est l'enseignement des sciences. Et je crois que l'enseignement des sciences est vraiment utile dans le contexte de la démocratie. Il y a certaines informations scientifiques qui sont intéressantes, enfin utiles à connaître pour prendre des décisions. Mais même à part ça, simplement le fait de discuter sur des sujets euh, où il n'y a pas un enjeu politique d'habitude si fort que ça. Je veux dire, si vous discutez sur des questions mathématiques, il n'y a généralement pas un enjeu politique très fort. Ça peut arriver, mais c'est en général pas le cas. Euh, et, et je crois que c'est une bonne occasion de développer ses capacités de réfléchir sans être soumis à l'hooliganisme politique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.